Des fois, on se demande, quand on agit dans le cadre de la société civile, si ce qu'on fait a un sens, si on arrive à influer sur les choses. L'année dernière, on était là pour parler de la mobilisation de la diaspora et de sa contribution à l'économie. Monsieur le gouverneur m'a fait le plus grand plaisir en évoquant deux mesures. La première, c'est le Diaspora Bond, et la seconde, c'est l'épargne de la diaspora. Deux mesures qui étaient dans l'étude présentée l'année dernière. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que ce qu'on fait a un sens, qu'il faut continuer à essayer d'influer, à être force de proposition. Aujourd'hui, on va parler du désir de retour. Nous sommes nombreux ici à avoir quitté un jour la Tunisie avec une valise pleine de rêves, de doutes et de promesses faites à nous-mêmes. Nous avons eu la chance d'apprendre, de grandir, de nous épanouir ailleurs, mais toujours avec au fond du cœur cette question, et si je revenais ? Nous sommes ici pour beaucoup revenus, pas seulement physiquement, mais pleinement engagés, ancrés, confiants dans l'avenir. Et revenir en Tunisie ne signifiait pas revenir en arrière, mais revenir en avant. Revenir, ce n'était pas abandonner une trajectoire, c'était lui donner un autre sens, une autre portée. Revenir pour tenter de transformer l'expérience acquise ailleurs en force motrice ici. Aujourd'hui, ça n'a échappé à personne, notre pays fait face à des défis importants. La Tunisie ne manque pas de talent. Même s'ils sont nombreux à quitter le pays, l'enjeu est d'abord de maintenir le lien. Nous sommes des milliers, des centaines de milliers à avoir étudié, travaillé, parfois fait carrière hors de Tunisie. Nous avons vu d'autres façons de penser, de bâtir, de servir l'intérêt général. Mais cette richesse, cette compétence collective, ce capital humain dispersé aux quatre coins du monde, cette richesse donc n'a de sens que si elle est mise au service d'un projet plus grand, celui de redonner à notre pays confiance en lui-même. Car la Tunisie n'est pas un pays sans talent. Elle est un pays où trop de talents sont éparpillés, dispersés et parfois oubliés. Et le Tunisia Global Forum d'aujourd'hui se veut un début de réponse. La diaspora tunisienne n'est pas une communauté lointaine, elle est une richesse stratégique. Elle est un élargissement géographique et culturel de la Tunisie, capable d'être un pont entre le local et le global, entre le rêve et l'action. La Tunisie a besoin de tous ses enfants, d'ici et d'ailleurs, car c'est ensemble que nous pouvons lui redonner l'élan qu'elle mérite, car la Tunisie de demain ne se construira pas sans sa diaspora. Et surtout, elle ne se construira pas sans vous tous ici. Il y a des pays que l'on quitte sans jamais vraiment les quitter. La Tunisie est de cela. Où que nous soyons dans le monde, elle continue de vibrer en nous avec ses parfums, ses souvenirs, ses contradictions, mais surtout son immense potentiel. Revenir, ce n'est pas toujours revenir physiquement, c'est d'abord se reconnecter, s'engager, transmettre, inspirer et investir. Alors comment faire pour mobiliser la diaspora et l'encourager à revenir et à se reconnecter ? Allô, allô. Désolé de te couper, mais je crois que c'est le bon moment pour moi d'intervenir. Tu as posé une S'il vous plaît, les interventions, c'est pour après. question, non ? Bonjour d'abord, j'aimerais si tu le permets t'apporter un début de réponse. Je suis tunisien, j'ai 23 ans et je suis un jeune ingénieur fraîchement diplômé en France. En fait, je suis toi il y a 40 ans, mais aujourd'hui. Tu me fais quoi là ? C'est retour vers le futur ? En quelque sorte, mais c'est surtout pour te rafraîchir la mémoire et t'apporter un début de réponse et un point de vue que tu as peut-être oublié depuis le temps. Je te remercie, c'est très aimable. Bon, vas-y, je t'écoute. Sois bref. Ton intervention n'était pas prévue dans le programme, qui est déjà très serré.
40 ans c'est long. Pour moi, les premières années de carrière sont déterminantes. Démarrer ma carrière en Europe est une chance, cela me permet d'apprendre dans des environnements structurés, exigeants, où je développe des compétences que j'espère pouvoir un jour mettre au service de mon pays. Les secteurs dans lesquels je me spécialise, à savoir l'intelligence artificielle et la cybersécurité, ne sont pas encore pleinement développés en Tunisie. Rester ici me permet de me former au plus haut niveau. Très bien, mais est-ce que tu envisagerais un jour un retour sous une forme ou une autre? Mon objectif principal, c'est d'abord de créer un pont entre la Tunisie et mon environnement actuel. Pour cela, il me faut d'abord construire un réseau solide, acquérir de la légitimité et comprendre les écosystèmes. Et alors? Pour cela, j'ai besoin de me stabiliser un peu, logement, statut professionnel, autonomie financière. Ce sont des étapes de construction personnelle. Je préfère ne pas précipiter un retour, j'y pense oui mais je dois m'y préparer. Je tiens à rentrer dans de bonnes conditions, avec des idées claires, une visibilité, un projet porteur de sens. Revenir trop tôt, sans cadre ni élan collectif, pourrait être contre-productif. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider à construire cette démarche? D'abord, ne pas être sur place ne veut pas dire ne rien faire. Je suis actif dans des réseaux de solidarité, d'accueil des étudiants tunisiens, de levée de fonds pour des projets en Tunisie. Je suis là, présent même à distance, je me considère même un peu comme un ambassadeur de la Tunisie, partout où je suis. Mon ambition est de revenir, mais pas seul et pas dans l'improvisation. Je travaille à bâtir quelque chose qui aura du sens, en lien avec d'autres membres de la diaspora et des acteurs locaux. Je voudrais à terme pouvoir apporter des idées et des méthodes bien sûr, mais surtout, une énergie, un regard nouveau, un lien avec le monde grâce au réseau construit ici. Et tout ce qui peut m'aider dans cette démarche m'est utile, comme participer avec vous, aujourd'hui au Tunisia Global Forum. Mais tu as parlé de chance de démarrer ta carrière en France. Quel message pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité? Tu as dit que la Tunisie de demain ne se construira pas sans sa diaspora. Oui, mais elle ne se construira pas non plus uniquement avec elle. Il faut reconnaître la résilience de ceux qui n'ont jamais quitté. Il ne s'agit pas d'opposer ceux qui sont partis à ceux qui sont restés. L'enjeu est justement de maintenir le lien entre eux pour recréer un « nous » plus grand, plus fort, plus ambitieux, pour s'engager ensemble, proposer et co-construire. Merci pour ton témoignage. Quelque chose à rajouter peut-être? Vous l'avez peut-être compris, je reste profondément attaché à la Tunisie. Continuer mon parcours ici n'est pas un choix de fuite, mais un choix de construction. Mon identité est tunisienne, quelle que soit ma localisation. L'amour de mon pays n'a pas de visa, et ma réussite personnelle sera aussi conditionnée par ce que j'aurai apporté à mon pays. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Allô? Merci pour ce témoignage qui certainement se fait l'écho de nombreuses expériences individuelles et permettez-moi de vous dire que toutes les réponses sont des réponses de l'intelligence artificielle. Merci à Meher Zaweli et toute son équipe à la régie pour le travail qui a été fourni. Je disais merci pour ce témoignage qui certainement se fait l'écho. Oui, oui, vous les applaudissez, oui, s'il vous plaît. Oui, il ne faut pas se mentir, le retour ne se décrète pas. Il se prépare, il se mérite. Mais pour que le retour symbolique au concret soit possible, il faut un terrain d'accueil, il faut un État à l'écoute, un écosystème favorable, des dispositifs simples, transparents et fiables. Pour cela, il faut bâtir une Tunisie qui attire et non qui retient. Car l'avenir de la Tunisie se joue aussi dans sa capacité à réactiver ses forces vives où qu'elles soient. Cela suppose des politiques publiques à la hauteur, un cadre clair et stable pour investir, des plateformes simples, un climat de confiance, pas seulement économique, mais aussi civique et moral. La diaspora n'attend pas forcément des privilèges, elle attend une résonance, un terrain fertile pour que ces projets prennent racine. Alors à vous, amis de la diaspora, porteurs de projets, investisseurs, talents, dirigeants, je dis, ne revenez pas uniquement pour retrouver votre famille, vos amis, votre culture, votre pays, revenez pour réinventer. Réinventer, c'est servir, réinventer, c'est réussir et faire réussir, réinventer ensemble une Tunisie qui croit en elle-même et qui ose appeler tous ses enfants à construire son avenir.
Alors, comme vous le savez, nous avons mené cette année une étude sur ce désir de retour. Une enquête importante a été menée auprès de plus de 1000 personnes de la diaspora tunisienne un peu partout dans le monde. Donc, si vous permettez, on va donc projeter une vidéo qui va présenter les principaux résultats de cette étude. Et ensuite, je vais appeler notre ami donc, Nabil Belham de la société Emerald Consulting qui a mené cette enquête pour la commenter avec moi. Vidéo, s'il vous plaît. Ils et elles vivent à Paris, à Montréal, à Dubaï. Ce sont des ingénieurs, chercheurs, médecins, freelance. Ils ont quitté la Tunisie, souvent avec un rêve. Mais une question revient, constante et inébranlable. Et si je rentrais ? Aujourd'hui, nous explorons une enquête inédite menée en mai et juin 2025 auprès de 1041 Tunisiens résidant à l'étranger. Nous vous proposons d'explorer cette enquête à travers 3 thèmes. Le désir de retour, la volonté d'entreprendre et les obstacles à surmonter. Et pour mieux comprendre ces chiffres, nous suivrons quelques parcours de ceux qui ont sauté le pas. D'abord, posons les bases. Au-delà des visites de vacances, combien rêvent vraiment de revenir ? Seuls 20% des Tunisiens de la diaspora déclarent aujourd'hui « oui, certainement » à un retour définitif en Tunisie. A l'inverse, 59% ne montrent pas d'intérêt à cette idée. Et 21% n'ont pas encore de vision claire. Pourtant, la plupart restent profondément attachés à leur terre natale. 56% d'entre eux retournent plusieurs fois par an. 35% reviennent au moins une fois chaque année. Cette oscillation entre présence physique et distance durable nourrit une tension. Le cœur balance, mais les pieds hésitent. Comme on le voit, les raisons qui donnent envie et poussent à rentrer sont là. Et quand on pose la question aux 1000 répondants, 32% citent dans les raisons familiales, moteur majeur du retour. 21% parlent de passer leur retraite en Tunisie. 24% ont envie d'entreprendre. Et ça, c'est ce qu'on va explorer maintenant. Au sein de cette diaspora, le désir de porter des projets en Tunisie est existant. Le chiffre 24% de désir de retour pour entreprendre est à mettre en perspective. 81% des expatriés ont d'abord quitté le pays pour des raisons professionnelles. Et parmi les 10% qui ont été convaincus de contribuer à des initiatives en Tunisie, presque les 2/3, 63%, envisagent de le refaire dans le futur. Peut-être ont-ils vécu une satisfaction qui pourrait convaincre les 62% non intéressés. Nous avons voulu comprendre pourquoi ce désir d'entreprendre. Voici ce qu'on arrive à identifier. Premièrement, le capital humain. Ces profils ont acquis une expertise à l'étranger. 2. L'écosystème naissant, l'apparition de pépinières d'entreprises et d'initiatives de financement. 3. L'attachement au pays, la volonté de remettre leurs compétences au service de la Tunisie. D'ailleurs, les facteurs économiques favorables à l'entrepreneuriat sont décrits comme très attractifs s'ils se présentent en Tunisie. 71% s'il s'agit de l'accès au marché et aux opportunités économiques. 81% s'il s'agit de la stabilité économique et politique. Voire même 82% quand on parle de facilité dans l'investissement, le capital risque et l'accès au financement. L'entrepreneuriat apparaît ainsi comme un levier majeur. Il incarne à la fois le moteur du retour et la clé d'une réintégration réussie. Mais comme on peut l'imaginer, cette envie se confronte à une perception et une réalité challengeante. Rentrer ou pas ? Si la question se pose, c'est que les défis existent. Quels freins retiennent ceux qui voudraient franchir le pas ? L'étude a identifié 10 obstacles majeurs, dont 3 dominent largement. 1. Le marché du travail rigide, 71% des sondés le jugent un frein majeur, pointant manque d'emplois qualifiés et salaires insuffisants. 2. Le manque d'opportunités entrepreneuriales. 69% évoquent la difficulté à lancer et développer un projet en Tunisie. 3. La lourdeur des démarches administratives. 62% déplorent complexité et lenteur des procédures. Permis, fiscalité, etc. Et à ces 3 obstacles plutôt professionnels, d'autres plus généraux s'ajoutent. La qualité de vie, 64%. Le système fiscal et réglementaire, 58%. L'enquête révèle que des mesures ciblées pourraient inverser la tendance. 83% jugent très attractif l'idée d'avoir des procédures administratives simplifiées. 79% une simplification des règles bancaires et de change. 76% une garantie de protection sociale à leur retour. Ces attentes trahissent une soif de clarté, d'efficacité et une attente d'être rassurés, condition préalable pour lever les freins.
Maintenant, comment transformer ce potentiel en une réalité tangible? Quelques pistes se dégagent. On en citera 5. Moderniser le marché du travail, adapter les postes aux compétences acquises à l'étranger, réévaluer les grilles salariales pour réduire l'écart avec l'étranger, simplifier l'administration, clarifier la fiscalité des revenus étrangers et la réglementation du change. Et beaucoup d'autres solutions émergent. Cette enquête et ses parcours illustrent la promesse d'un retour, lorsque motivation et levier s'alignent. À l'heure où la Tunisie a tout à gagner à rapatrier ses talents, cette étude offre une feuille de route concrète. Capitaliser sur le désir de retour, canaliser la volonté d'entreprendre et lever les obstacles qui entravent la diaspora. Parce qu'au-delà des chiffres, ce sont des hommes et des femmes, des espoirs et des projets qui attendent de pouvoir reconnecter leurs racines à leur avenir. Merci pour l'équipe qui a élaboré cette vidéo. Je voudrais citer Mohamed Emin Azouzi, son équipe de Qalam. Nabil, si tu veux bien me rejoindre. Alors, à toi de nous dire, toi qui as mené donc cette enquête, qui l'a supervisée, un petit peu les principaux enseignements finalement de cette enquête. Bien, bonjour tout le monde. Merci Walid, merci. Bonjour tout le monde, merci Walid, merci à la TUJ donc de me confier cette étude et de m'inviter pour présenter les principaux enseignements de cette étude-là. Rapidement, donc, je vais quand même présenter le cadre de cette enquête. Pour vous dire franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont été faites auparavant pour décortiquer un peu les obstacles, les motivations et l'état des lieux de notre diaspora. En termes de la littérature, n'est pas vraiment abondante, donc on a fait cette première expérience. Et je pense que ça a été vraiment très riche en chiffres. Nous avons mené une enquête auprès d'un échantillon de 1041 personnes donc, tunisiennes résidentes à l'étranger et qui répondent grosso modo à l'univers de la diaspora à l'étranger à travers la majorité des pays dans le monde. En 2 mots, presque la moitié sont situés en France. Nous avons 12% en Allemagne, 13% en Italie, on a 5% dans les pays de Golfe et puis le reste du monde. Voilà. Globalement, donc, ça cadre un peu par rapport à l'univers donc, de la diaspora. Nous avons interrogé ces personnes-là selon le mode face-à-face via les points d'accès, c'est-à-dire l'entrée et les sorties donc des Tunisiens à l'étranger, les ports, l'aéroport, etc. Et puis 20% le reste, c'est par Internet. En termes, c'est-à-dire de mode de recueil, nous avons utilisé ce qu'on appelle le CAPI pour le face-à-face et le KAWI pour ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire via le net. Voilà globalement en termes de méthodologie. En ce qui concerne l'échantillonnage, donc on a travaillé presque un split homme-femme, 60% hommes, 40% femmes. En termes aussi de représentativité par rapport au niveau socio-professionnel et revenus des personnes qui sont des Tunisiens qui sont à l'étranger, c'est-à-dire... S'il vous plaît, un peu de silence. C'est-à-dire à peu près dans les 70% de salariés, nous avons 15% de chefs d'entreprise, nous avons des retraités, nous avons donc des étudiants et des sans-emploi aussi. C'est-à-dire c'était pratiquement un mixage de cet univers-là des Tunisiens qui sont installés à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est une petite présentation au niveau donc, de l'échantillon et de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on a abordé à travers cette enquête? En premier lieu, donc le premier chapitre, il a concerné un peu un décryptage du profil du Tunisien à l'étranger, en termes de pourquoi il est parti à l'étranger,
c'est-à-dire les motifs de départ à l'étranger. En termes de constitution de la famille, est-ce qu'il est à l'étranger seul, en famille, pour rejoindre un conjoint, etc. En termes aussi de la structure d'attachement en Tunisie, est-ce qu'il a de la famille en Tunisie, des enfants, mariés ou non, etc. En termes de possession de biens, de patrimoine immobilier ou de placement d'actions, obligations, etc. Donc voilà, c'était aussi ce premier chapitre, il a concerné vraiment la connaissance donc, du Tunisien, du travailleur tunisien à l'étranger. Comment il est, qui est ce Tunisien à l'étranger? Le premier chapitre, après, pour connaître un peu, pour aller au vif du sujet, c'est ses motivations au départ. Pourquoi il est parti à l'étranger? C'est pour des raisons professionnelles, pour joindre un conjoint, pour étudier, parce qu'il a des problèmes ici en Tunisie, pour constituer une épargne et puis revenir investir, etc. C'est-à-dire les motivations au départ. Voilà. Et puis, le chapitre d'après, c'est plutôt le désir de retourner en Tunisie. Est-ce qu'il a l'intention de retourner en Tunisie, oui ou non? Et si oui, pour quelles raisons? Quelles sont ses motivations de retour? Est-ce que c'est pour investir uniquement pour la retraite ou bien c'est pour travailler en tant que salarié, etc. Voilà. Et puis, évidemment, le chapitre d'après, ça concerne les obstacles au retour. C'est-à-dire, si jamais donc, le Tunisien à l'étranger envisagerait de retourner en Tunisie, est-ce qu'il y aura des obstacles qui vont peut-être le décourager? Autrement dit, quels sont les freins au retour? Et là, nous avons eu, donc, comme ça a été présenté, plusieurs types de freins en termes de complexité de l'administration, de réglementation, d'handicap, d'absence d'infrastructures, etc., etc. Et puis, pour terminer, nous avons présenté les solutions à préconiser, c'est-à-dire les solutions selon sa propre vision, pour lui faciliter le retour en Tunisie, pour qu'il donc revienne, pour investir, pour créer une entreprise, pour contribuer à la création de valeur ou bien transférer sa technologie, ses connaissances. Qu'est-ce qu'il lui faut en termes de réglementation, en termes de facilitation au niveau peut-être de statut social, en termes de mécanismes bancaires, etc. Et nous avons pu avoir un ensemble donc, de propositions qui ont qui étaient quand même consistantes et qui correspondent à la réalité. Donc, voilà globalement ce qu'a couvert cette étude. Donc, Walid, tu as présenté tout à l'heure un cas concret d'une intelligence artificielle. Cette étude, c'est le cas concret de 1041 personnes réellement qui travaillent à l'étranger. Et voilà ce qu'ils pensent donc, du retour et surtout des obstacles donc au retour. Moi, pour revenir un tout petit peu à travers cette enquête, je trouve vraiment extraordinaire et très riche en termes d'informations. Elle va pouvoir éclairer les pouvoirs publics, la société civile, les institutions, tout le monde, à trouver des pistes pour faciliter le retour des Tunisiens à l'étranger et leur vraiment aider à contribuer, à créer de la richesse, à créer des entreprises, etc. Je retiens deux chiffres majeurs. Le premier, il concerne la question d'abord au niveau de l'intention de retour que tu as présentée, Walid. Donc il y a les 20% qui ont dit oui, j'envisage de retourner, donc c'est le retour certain. Il y a le 59% qui ont dit non. Et puis, il y a le 21% qui ont dit peut-être si les choses deviendront claires, quelque chose. Mais c'est ça le chiffre qui est le plus important. Absolument. On travaillera sur les 21%. Les 20% qui ont l'intention certaine de retourner, c'est de l'acquis. C'est bon. Les 59%, s'ils n'ont pas envie, bon, on s'occupera d'une autre manière. Ce sont les 21% qui ont dit que peut-être, mais je n'ai pas une vision claire. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Eh bien, tout le travail est là.
ils ont besoin d'une clarification, ils ont besoin d'une information, ils ont besoin d'une sensibilisation, ils ont besoin d'une aide, ils ont besoin que les choses deviennent à leurs yeux et dans leur esprit quelque chose de tout à fait envisageable. Et donc, ce qui est opaque deviendrait par la suite clair. Ils ont besoin d'une Tunisie plus attractive. Voilà, en termes d'attractivité, en termes de beaucoup de choses. Donc, c'est ça le chiffre dans lequel il faut travailler. Absolument. Voilà. Nabil, tu vas un peu vite. Donc là, on va rentrer dans le détail donc, de l'analyse des chiffres. Et le deuxième chiffre, peut-être on reviendra après, si tu veux, donc, avec le panel. Si tu permets, je vais inviter donc, le reste de mes panélistes. Donc, Madame Véronique Manry, si Mostafa Kanish et Slim Harbi. Vous devriez... Allez-y, hein, vous avez vos badges, peu importe. Voilà. Voilà, donc, cette question du désir de retour, donc j'ai voulu que chacun des membres du panel ait un micro. Peut-être Slim a besoin d'un micro. C'est bon, tout le monde a son micro. Voilà. On va projeter quand même quelques slides qui vont donner les principaux éléments dont on va parler donc, avec nos panélistes. Donc, d'abord, les raisons qui ont conduit au départ, parce que je pense qu'on peut difficilement évoquer la question du désir de retour sans parler d'abord des raisons du départ. 81% nous disent avoir quitté la Tunisie pour des raisons professionnelles, sachant que 60% de l'échantillon sont des migrants récents, installés à l'étranger depuis moins de 10 ans, et que 56% reviennent en Tunisie régulièrement, c'est-à-dire plus de 2 fois par an. Est-ce qu'on quitte pour des raisons économiques, mais finalement on garde un lien fort? Cette question du lien n'est-elle pas fondamentale finalement pour suggérer et envisager un retour à un moment ou un autre? Et là, j'aimerais avoir votre avis à tour de rôle, cette question du lien en rapport avec, à un moment ou un autre, le désir de retour. Alors, Véronique, à toi l'honneur. Merci Walid. Alors, tu posais la question de pourquoi on part. Alors, effectivement, c'est pour des motifs professionnels. Moi, je ne voudrais pas qu'on ait non plus une vision trop catastrophique ou trop catastrophiste. Les gens dont on parle principalement là, parce qu'on ne parle pas toute la diaspora là, on parle des gens qui sont partis assez récemment. Il y a les 2e et 3e générations. Il ne faut pas oublier que la diaspora tunisienne, elle est constituée de 2-3 générations et qui gardent un lien quand même avec la Tunisie, transformés, différents, mais ils existent aussi. Pourquoi on part? Ces gens qui partent, qui sont plutôt des talents quand même, hein, donc ce qu'on appelle les talents, des gens plutôt qualifiés, etc. Alors certes, ils partent pour des questions d'opportunités professionnelles, mais je pense qu'il faut le recadrer dans un contexte beaucoup plus large d'un marché des compétences qualifiées, voire très qualifiées, qui est un marché international, et que la Tunisie a la chance d'avoir en fait ce vivier, j'allais dire, de talents, et que ces talents, ils s'inscrivent dans une mobilité internationale qui touche plein d'autres pays, que ce soit au nord et au sud. Donc c'était juste le petit message que je voulais dire. N'ayons pas une vision trop catastrophique de ce qu'on appelle en fait la fuite des talents. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut le replacer et que c'est peut-être un atout pour la Tunisie d'avoir ces compétences très qualifiées qui sont dans ce mouvement global de mobilité, de marché du travail globalisé, et que c'est peut-être un atout pour la Tunisie d'avoir ces pions, ça a été dit tout à l'heure, des sortes d'ambassadeurs. On a fait une étude avec vous l'année dernière. Quand je dis vous, je parle pour Suisse Contact, je représente Suisse Contact et le programme Perspective qui est mené par la coopération suisse. On a mené une étude l'année dernière qui était uniquement centrée sur la contribution. Quelles contributions, quelles étaient les attentes, les profils, etc.
on avait demandé à la diaspora, enfin aux personnes qu'on a interrogées, de se situer en tant que membre de la diaspora. Comment vous imaginez votre rôle à l'étranger? Et ce qui ressortait très fortement, ils se considéraient comme des sortes d'ambassadeurs. Voilà, donc c'était moi le message sur ce point que je voulais évoquer. Oui, je voudrais poser la même question du lien à Mostafa Karaniche. Mostafa, tu travailles beaucoup sur ces sujets-là et donc tu as une connaissance assez fine de cette problématique de la conservation du lien. Merci Walid. Donc, en ce qui concerne le lien, on constate à travers ces chiffres qui viennent enrichir le paysage, non seulement le paysage des études sur le désir de retour, et je dirais cette année de 2025, c'est l'année des études sur le désir de retour, et on a commencé à travailler sur le désir de retour avec une étude qui a été réalisée dans le cadre du projet TAMOFI, qui a exploité les résultats de l'enquête Tunisia HIMSS 2021, qui s'articule ou bien repose sur un échantillon de plus de 38 000 personnes. Et c'est la première enquête qui a été réalisée en 2021 qui explore seulement la migration, dédiée à la migration, en plus des chiffres qui vont nous parvenir cette année en 2024 avec la GPH, qui vont nous informer et nous éclaircir plus sur ce phénomène très important. Et tant mieux, ces chiffres ils viennent enrichir ce paysage de données et de statistiques en Tunisie. Et ça converge en quelque sorte, à première vue, avec les principaux résultats de l'enquête HIMSS si on prend en compte plus ou moins les migrants récents, parce que Tunisie HIMSS, elle prend en compte surtout une population de 1956 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, si on croise un peu les données avec les migrants récents, on trouve des tendances similaires. En ce qui concerne le lien, donc là, le départ, il n'annule pas le lien, mais il le transforme. Et c'est là que tout commence. Et le lien, il se manifeste à travers, comme on l'a vu, les fréquences de visite à la Tunisie, à travers les transferts, comme l'a évoqué au début de la cérémonie avec monsieur le gouverneur, à travers aussi cet attachement à la Tunisie, à travers cette attention constante et accordée à l'évolution dans le pays, à travers aussi des investissements, dans certains cas, malgré que ces investissements sont dans la plupart des cas, c'est dans des investissements un peu improductifs dans tout ce qui est immobilier et acquisition de terrains agricoles. Mais ce qu'il faut souligner là, c'est que ce lien, fort soit-il, il ne se traduit pas nécessairement à un projet de retour dans des conditions viables. Et là, il faut faire attention parce que cet attachement affectif, pour qu'il devienne vraiment un levier de retour, là, il faut y adosser un environnement de stabilité, de confiance, de visibilité, pour que vraiment cet attachement affectif devienne un levier plutôt de retour. Sinon, sans cela, ça reste tout simplement quelque chose de symbolique, voire même nostalgique. Très bien. Effectivement, cette différence donc, entre l'attachement au sens, on va dire, émotionnel, par rapport à ensuite le transformer en retour, en investissement, c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident. Et là, j'aimerais me tourner vers Slim. Slim, toi, tu es vraiment le cas de celui qui est parti, qui donc a été diaspora et qui a gardé un lien qu'il a transformé en retour. En retour, je ne sais pas comment on peut l'appeler, circulaire ou partiel, puisque tu as les deux pieds, enfin un pied de chaque côté, mais aussi un retour sous forme d'investissement. Comment tu as vécu tout ce parcours-là du lien, en fait, et cette évolution du lien entre les différents moments de ta carrière? Très bien, merci Walid pour l'invitation et un grand bravo pour l'organisation, pour toute l'équipe de la TUJ. Donc effectivement, moi je fais partie de la diaspora, le cas où justement je matérialise ce retour par un investissement et dans une industrie ici en Tunisie, dans le domaine médical, dans l'industrie médicale. Je suis donc le fondateur d'une compagnie, d'une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux pour l'export principalement. Nos clients sont 100% en Europe.
Et effectivement, on a gardé aussi un pied là-bas pour essayer d'être proche aussi de nos clients. Donc, pour ma part, j'étais en Suisse. Donc, j'ai fait mes études en Suisse et j'ai travaillé. La Suisse est à l'honneur aujourd'hui Ah oui, dans oui, mon panel. je ne sais pas si son Excellence est toujours présent, mais voilà. Donc, on salue la présence suisse. Donc voilà, donc j'ai travaillé aussi là-bas et je pense comme tout Tunisien, effectivement, on a toujours cette envie de retour. Hein. Pour ma part, bon là, moi j'ai passé là-bas quand même 16 ans. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je me posais la question par rapport à cette étude. J'étais quand même assez surpris de voir comme le pourcentage de gens, enfin de Tunisiens qui ne pensaient pas vraiment au retour, 59%. Ça m'a un peu étonné. Et donc je me pose la question, est-ce que dans cette étude, ce sont les Tunisiens qui, vous avez dit, qui ont moins de 10 ans, c'est ça? Enfin, il y en a beaucoup qui ont moins de 10 ans. 60% de l'échantillon sont des migrants récents, installés depuis moins de 10 ans. Je pense que ça a quand même un impact. Parce que, honnêtement, autour de moi, je parle de gens qui ont plus que 10 ans à l'étranger, que ce soit en Europe, enfin, d'une manière générale. Là, il y a quand même un moment une envie vraiment, une envie de retour, mais c'est les obstacles dont on va parler sûrement qui freinent. Et donc, effectivement, je pense que j'ai eu cette sensation, quelqu'un qui est resté quand même longtemps en Europe et qui donc essaie de trouver la meilleure manière de retourner tout en gardant en même temps le même niveau d'activité, le même, etc. Donc pour ma part, c'était l'entrepreneuriat, effectivement, parce qu'il n'y avait pas vraiment... J'étais dans un domaine un peu de technologie médicale assez complexe, de cathéter cardiaque, etc. Donc le seul moyen de pouvoir retourner et de pouvoir finalement exercer les mêmes activités, avoir l'épanouissement professionnel et en même temps être ici à côté des siens, on va dire. Donc c'était effectivement d'entreprendre. Et donc voilà, donc c'est ça qui m'a poussé. Maintenant, effectivement, autour de... Donc là, j'ai parlé de mon expérience personnelle, mais je sais très bien que beaucoup de gens, c'est pas facile d'entreprendre, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Hein. Donc pour mon expérience personnelle, j'étais dans une start-up à Genève, on faisait aussi des dispositifs médicaux, j'étais employé. C'était une success story, elle a été revendue, etc. Beaucoup d'employés, on n'était que 2 à entreprendre. Je veux dire, un autre Suisse et moi, mais tous les autres sont allés chercher des emplois. Donc finalement, entreprendre n'est pas si facile que ça quand même, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Donc il y a beaucoup de Tunisiens qui sont, comme a dit tout à l'heure, qui ont des familles, des enfants, etc. Revenir en Tunisie et leur dire d'entreprendre, c'est pas évident. Et donc forcément, l'autre opportunité, c'est de trouver un emploi qui soit quand même décent pour garantir une certaine qualité de vie. Donc voilà, donc c'est ça un peu de... Tu fais la bonne transition en parlant des chiffres. Donc, alors, voilà, le potentiel retour en Tunisie, ce désir de retour. 20% déclarent envisager un retour en Tunisie, 21% qui n'ont pas de vision claire et 59% qui n'envisagent pas de retour. C'est des moyennes, évidemment. Hein. C'est des moyennes qui cachent des écarts selon le pays de résidence, des écarts selon la nationalité, qu'on soit uniquement tunisien ou binational, des écarts selon l'âge, plus ou moins de 50 ans. Et donc... Et tu l'as dit, Nabil, tout à l'heure, est-ce qu'on peut considérer que globalement, notre population à laquelle on doit s'adresser en matière d'attractivité, c'est finalement ces 41% en additionnant les 20 et les 21%? Oui, d'abord laisse-moi préciser un point concernant donc peut-être le fait d'avoir le chiffre de 50 ans, un peu surprenant. En fait, il faut être précis au niveau de l'échantillonnage, au niveau de l'univers. Hein. Vos contacts, quand on voit les Tunisiens à l'étranger, il y a beaucoup de propension des retraités, des personnes d'un certain âge. Notre univers n'est pas tout à fait ça, pour 2 choses. D'abord, parce que nous n'avons pas de base. Donc, on ne peut pas vraiment cerner avec exactitude la base de données des Tunisiens à l'étranger. 2, la deuxième raison qui est la plus importante, c'est que nous, dans le cadre de cette étude-là, on s'intéresse aux personnes très actifs et qui veulent donc revenir en Tunisie pour investir, pour entreprendre et étudier le potentiel donc de s'engager dans une vie active. Et du fait, donc, la partie des personnes âgées, de retraite, etc., elle est sous-représentée, volontairement sous-représentée. Donc voilà, ça c'est important. 2, quand on voit alors ces chiffres-là, évidemment, quand on fait des croisements, on va trouver des données surprenantes, extraordinaires. Par exemple, en termes d'intention, ceux qui veulent revenir, donc rentrer en Tunisie, on les trouve chez les proportions d'âge, effectivement, les jeunes, chez les personnes qui sont
Et là, c'est très important, qui ont la double nationalité, et pour vous montrer à quel point, à ce point-là, ils présentent une certaine méfiance au retour lorsqu'on n'a pas la double nationalité. Quand on fait le croisement avec cette variable-là, on trouve les 20% qui ont dit oui, certainement entrer. Chez les doubles de nationalité, ce chiffre-là devient 30%. Donc, voilà. Donc il faut parfois lire aussi les chiffres quand on regarde avec le détail au niveau des segments que nous avons interrogés par pays aussi. Ceux qui sont dans les pays de Golfe, par exemple, là, ils ont une intention de retour plus forte que ceux qui sont en France. Donc beaucoup d'enseignements qui peuvent être tirés à partir donc, de ce sondage-là. Et vous voyez, chaque réponse, il y a plusieurs résultats. Chaque résultat est un plan d'action, est un diagnostic et un plan d'action. Voilà. Et 53% de ceux qui envisagent le retour le prévoient à un horizon de moins de 10 ans. Moi, c'est une donnée qui m'a interpellé. Et finalement, ça reste un projet à court ou moyen terme, hein, moins de 10 ans. On a de la visibilité à moins de 10 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est face à des formes de retour programmés quelque part, au final? Ce ne sont pas... c'est ce qui fait la différence entre les 20 et les 21%. C'est-à-dire, je n'ai pas encore de visibilité, ça veut dire je n'ai pas encore programmé quelque chose, mais par contre, je veux rentrer, donc j'ai déjà programmé un retour. Véronique. Alors, moi, je ne sais pas s'ils programment. Moi, je ne suis pas étonnée par les 59%, et ce que vous venez de dire l'éclaire particulièrement. On est sur une tranche d'âge, j'ai regardé un peu les chiffres en détail. Il y a une grosse majorité des participants à cette étude qui sont en fait en train de monter leur carrière. Donc effectivement, pour l'instant, ils ne sont pas totalement dans une perspective de retour immédiat, parce que justement, ça a été dit par ton ami de l'IA. Et voilà, et ça c'était extrêmement clair. Je ne suis pas non plus surprise du fait que ceux qui veulent le plus revenir soient ceux qui ont la binationalité. Parce que d'avoir la binationalité, ça permet la mobilité. Et donc, si on revient, on ne va pas avoir le sentiment d'être coincé ici, et on ne va pas perdre certains avantages, et on va surtout pouvoir continuer à être mobile, parce qu'on ne va pas perdre son statut en fait, de résident à l'étranger. Donc moi, je l'ai remarqué sur d'autres pays où j'ai travaillé, la binationalité, c'est un vrai... Il y a des gens qui attendent d'avoir la nationalité de leur pays de résidence pour ensuite revenir. Du coup, ta question, c'était... Non, mais donc cette question de la programmation du retour, en fait. Hein, voilà. Moi, je ne sais pas si c'est programmé. Je pense qu'il y a aussi des questions d'opportunité. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, ok, il y a l'entrepreneuriat, mais enfin, vous l'avez bien dit, tout le monde n'est pas entrepreneur, en fait. Et dans la diaspora tunisienne, tout le monde n'a ni les compétences, ni les envies, ni les opportunités d'être entrepreneur. Alors parfois, on crée les opportunités, mais être entrepreneur, enfin, où que ce soit, je ne sais plus quelle est la part d'entrepreneurs dans la population tunisienne. En France, elle se situe autour de 10%, 12%. Bon, voilà, donc effectivement, il faut qu'il y ait des opportunités, et il faut qu'il y ait des opportunités de travail. Et de travail, je vois quelques personnes là que je connais qui sont revenues, et qui sont revenus sur des opportunités extrêmement intéressantes. Parce qu'effectivement, on veut conserver... alors, il y a le salaire, la qualité de vie, etc., mais aussi les perspectives de carrière. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, la perspective de carrière, c'est un motif de départ. Donc, pour que les gens reviennent, il faut qu'il y ait ces perspectives-là. Ouais. Slim, est-ce que toi, tu as programmé ton retour? Tu savais que tu rentrerais un jour et c'était quelque chose de clair dans ta tête, ou c'est, comme dit Véronique, une question d'opportunité? Je dirais que je le programmais, oui, mais sur du moyen terme, long terme. Donc je pense comme beaucoup de Tunisiens à l'étranger qui attendent peut-être la bonne opportunité. Effectivement, il y avait des seuils déclencheurs. Pour ma part, c'était effectivement mon expérience personnelle. Je travaillais dans une start-up qui a été revendue. Donc après, il y avait l'opportunité de retravailler ailleurs, de créer une entreprise, etc. Donc, et pour moi, ça coïncidait effectivement avec ma période où j'ai fait déjà une carrière. Et donc voilà, là, on va dire, il y a effectivement des green lights, donc des feux verts un peu qui s'allument et qui me disent, voilà, maintenant c'est le moment d'y aller, parce que j'avais 35 ans. Et donc, je me dis, c'est le bon moment, en fait, dans ma vie personnelle, dans mon expérience. Donc voilà, en fait, finalement, c'est programmé, mais on attend toujours le seuil déclencheur. Ouais. Mostafa, tu as
je ne suis pas sûr que tu sois d'accord avec tout le monde sur ce sujet-là, parce qu'il y a aussi la question des conditions de migration, enfin de conditions dans le pays d'accueil, en termes de papier, en termes de contrats, etc., qui jouent énormément, d'après ton expérience. Oui, bien évidemment. Mais ici, c'est plutôt une vision plus ou moins complémentaire, hein. Et là, je vais revenir un peu aux chiffres de désir de retour dans l'enquête, les 20%, les 21%, les 59%. Et je vais enchaîner pour répondre à la question du retour programmé. Là, pour ces chiffres, il y a une double lecture. La première lecture repose sur ce qu'on appelle les motivations individuelles. Et là, on peut dire que même dans les 20%, vous allez trouver certainement, si vous allez croiser, la plupart de ces gens-là qui expriment ce désir de retour, la plupart du temps, c'est un sentiment de retour, plutôt qu'un projet concret de retour. Absolument. Et là, dans les 21%, il y a des gens où on peut considérer ces 21% comme étant un espace de possibilité. On n'est ni dans le oui, ni dans le non. Plutôt, on est c'est une zone grise un peu. On est peut-être ici dans la zone pas encore, pas dans ces conditions. Et là, on peut considérer que c'est 41%, c'est un réservoir de retour. Absolument. Si on se repose sur les motivations individuelles. Mais l'autre lecture maintenant, si on se repose sur d'autres variables exogènes aux motivations individuelles, qu'est-ce qu'on trouve? On peut constater que les 100% représentent un réservoir de retour. Et là, nous avons l'expérience. Si on prend l'exemple des Tunisiens installés en Libye, le désir de retour, d'après l'enquête IMSS, de ces migrants ne dépasse pas 3%. Mais le retour effectif, il représente le stock le plus important de 1956 jusqu'à aujourd'hui des migrants qui sont retournés effectivement. Et là, il y a un décalage entre le désir de retour et le retour effectif suite à des motivations qui sont des fois, qui viennent des facteurs exogènes, non seulement la sécurité, des fois la montée de la xénophobie, la montée du racisme, la montée des politiques migratoires elles-mêmes, les crises économiques, parce que certains supposent qu'ils disent peut-être l'exemple de la Libye, ce n'est pas vraiment un exemple significatif. La plupart de nos migrants maintenant sont en Europe. Mais même en Europe, une crise économique aiguë, ou bien une situation géopolitique maintenant qui est un peu floue, à tout moment, ça peut déraper, attention. Et tous ces gens-là peuvent revenir, et immédiatement, et massivement. Et du coup, là, pour moi, les 1 800 000 Tunisiens qui résident à l'étranger sont des candidats de retour, je ne dirais pas potentiels, mais à tout moment, ils peuvent revenir à leur pays. Et l'exemple de la Libye confirme ce constat. Pour le retour programmé, il faut aussi être prudent avec le terme programmé. Lorsqu'on parle de retour programmé, là, on parle d'actions concrètes pour planifier le retour, comme l'a mentionné Slim tout à l'heure. Et c'est tout un processus que des fois, il prend du temps et il dépend non seulement des variables économiques, mais aussi des dynamiques familiales. On va en parler tout à l'heure. Et c'est très important. Et dans ce cadre-là, le mot programmé, il faut le prendre avec prudence parce que c'est généralement plutôt une projection mentale plutôt que programmé. Réalité, généralement, lorsqu'on migre, lorsqu'on est dans une migration plus ou moins récente, on cherche à accomplir ce parcours migratoire le plus rapidement possible et on revient lorsqu'on atteint les objectifs. On a une certaine projection, je vais rester 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, je vais revenir. Donc il faut faire attention avec ces réponses parce que généralement c'est une projection mentale plutôt qu'un programme. Là, on va faire le lien avec la nature et la forme du retour parce qu'on a parlé tout à l'heure de la binationalité et Véronique, Nabil l'a mis en exergue. Véronique a parlé d'une forme de sécurité, etc. Et là, on parle de nature et forme de retour parce qu'il y a plusieurs formes de retour. Il y a le retour, on va dire, définitif, permanent, mais il y a ce qu'on appelle le retour temporaire ou à temps partiel. Est-ce que on voit que 70% envisagent ce qu'on appelle donc un retour temporaire ou à temps partiel, une manière d'avoir un pied de chaque côté, une forme de migration circulaire et finalement peut-être une recherche de sécurité, d'une décision de repartir éventuellement si l'expérience du retour n'est pas
n'est pas concluante. Slim, tu es un peu dans cette situation dans la mesure où tu entreprends en Tunisie et en Suisse. Est-ce que tu as considéré que c'était une forme de sécurité pour toi d'avoir cette, finalement donc un pied en Tunisie et un pied en Suisse? Je dirais la composante sécurité n'était pas vraiment la plus grande composante dans cet aspect-là, d'avoir entrepris en Suisse. Bon, moi, c'était plus, comme j'avais évoqué tout à l'heure, c'est une industrie qui est, dont les clients sont 100% européens, donc on est tourné forcément vers l'Europe, donc on est obligé d'être proche de nos clients. Et donc, de ce fait, il est évident qu'il faut avoir un pied en Europe, parce qu'on ne peut pas être ici et pas avoir un point commercial, en tout cas d'aller visiter, d'aller travailler, d'avoir des projets, etc. sur place. Donc, je dirais plutôt c'est cette composante-là qui a été plus, on va dire, qui m'a poussé, en tout cas, à avoir un pied, à garder un pied là-bas, plus que vraiment une sécurité de forcément. Mais je peux très bien comprendre, en tout cas, qu'il y a plusieurs, en tout cas, Tunisiens résidant à l'étranger qui veulent quand même, effectivement, pour des raisons autres, avoir une certaine sécurité qui soit garantie je veux dire, dans un éventuel échec, de toujours trouver une opportunité de rebondir. Mais en tout cas, pour ma part, c'était vraiment l'idée de garder un pied là-bas, c'était plus pour vraiment le business, entre guillemets. Nabil, si tu as un commentaire. On a constaté chez un certain segment, c'est-à-dire des personnes interrogées, surtout d'un certain niveau élevé, un niveau socio-professionnels, ceux qui ont une expertise pointue, etc., qui ont déjà fait un premier pas en Tunisie. Et puis, ils sont partis à l'étranger pour s'installer. C'est une forme d'immigration, je dirais, avancée. Ces gens-là, ils sont partis pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont trouvé leur compte à l'étranger en termes d'expertise, de connaissances, de travail, de possibilités d'épanouissement professionnel, technologique, académique, etc. Et deux, donc ils ont voulu quand même, c'est ça la motivation, c'est d'enrichir leurs compétences et leur background. Deuxième motivation, c'est pour scolariser leurs enfants. Donc, ils disent que les enfants à un certain âge, ils veulent quand même garantir à leurs enfants un niveau d'éducation autre que celui en Tunisie. C'est une motivation donc, aussi qu'on a observée. Et donc là, ces gens-là, qui sont, bon, sur le plan peut-être, je dirais, numérique, ne présentent pas une majorité, mais ils existent quand même. Et là, ils ont, c'est-à-dire un besoin qui est très bien exprimé en termes d'avoir un pied en Tunisie. C'est-à-dire leur désir d'immigration n'est pas définitif. Ce n'est pas pour rester 30 ans, 40 ans ou passer le reste de leur vie à l'étranger. Non, c'est le pied droit, principal, c'est en Tunisie. Le deuxième pied, il est à l'étranger, mais pour revenir ensuite, continuer leur carrière et exercer leur activité, et peut-être revenir avec leurs enfants une fois atteint un certain âge, etc. Ça, nous avons donc aussi, c'est un segment qui commence à apparaître dans le paysage des Tunisiens donc, qui s'expatrient maintenant. Voilà. Alors, justement, sur la question de la motivation du retour, donc on en a parlé dans la vidéo, c'est un élément évidemment pour nous très important dans cette étude. Les raisons familiales à 32%, les envies d'entreprendre et d'investir à 24% quand même, donc c'est un chiffre qui me semble relativement élevé, et la retraite à 21%, ce qui n'est pas non plus surprenant. Quelle lecture on peut avoir de ces chiffres, en particulier en rapport avec l'âge et la durée de la période de migration? En particulier, oui. Tu connais ce problème, c'est des moyennes qui cachent des écarts importants. Merci Walid. Juste un petit point, j'aimerais bien apporter un petit éclaircissement aussi en ce qui concerne la migration circulaire et puis très vite, et je vais passer aux raisons de désir de retour. Bon, cette migration circulaire, le cas de Slim, il est très significatif. Le lieu de résidence, c'est en Suisse.
mais il investit en Tunisie avec une société totalement exportatrice, un compte en devise convertible en dinars. C'est presque un exemple type de ce que la vidéo que monsieur le gouverneur nous a présentée. C'est un exemple type là, de ces avantages qu'on accorde à notre diaspora. Mais Slim n'est pas considéré comme étant un migrant de retour. Il est encore résident en Suisse. Pourquoi ? Même si nous sommes dans un cadre de migration circulaire, dans une stratégie de va-et-vient. Et cette migration circulaire, tant encouragée dans les discours, et on a vu tout à l'heure Madame Ingrid, elle a parlé de cela. On voit cela aussi dans les discours, et c'est une approche win-win pour le pays d'origine et le pays d'accueil pour qu'ils bénéficient de ces compétences dans un cadre circulaire, de mobilité circulaire. Mais est-ce que le cadre juridique suit ? Le problème, c'est qu'il ne suit pas. C'est qu'on a un discours qui encourage cette forme de migration, oui, et des pratiques aussi. Et de l'autre côté, nous avons des procédures, essentiellement le Code d'échange, l'article 16, 17 et 20 du Code d'échange de 1976. Je sais très bien qu'il y a une nouvelle version maintenant qui est en train de se préparer depuis, je pense, 2023, 2024. On attend l'adoption d'un nouveau code d'échange qui soit plus dynamique, plus flexible. Donc l'article 16, 17 et 20, qu'est-ce qui stipule ? Que chaque Tunisien, lorsqu'il retourne définitivement, il devrait, d'une part, déclarer tous ses biens et tous ses avoirs. En deuxième lieu, lorsqu'il va procéder à des transactions, il devrait avoir l'accord et l'autorisation de la Banque centrale. Donc il ne peut pas être réactif en ce qui concerne toute transaction réalisée à l'étranger. Et le plus, je ne dirais pas dangereux, mais l'inconvénient majeur, c'est que les revenus de ces biens, de ces avoirs, même s'il s'agit de loyers, non pas seulement d'entreprises, il est dans l'obligation de les transférer en Tunisie. Donc là, c'est quoi le message qu'on passe à travers ce code d'échange ? Tu reviens ou bien tu restes là-bas. Cette stratégie de mobilité circulaire, elle n'a pas de place dans ce code d'échange. Et là, je pense que parmi les mesures les plus urgentes, c'est d'adopter un nouveau code d'échange qui prend en compte cette variable de migration circulaire. Maintenant, je reviens sur les raisons. Désolé si j'ai pris un peu de temps. Non, mais vas-y. Pour les raisons, je pense que les raisons, ils diffèrent selon le profil, généralement. Et là, lorsqu'on croise les raisons, on trouve l'investissement surtout chez les jeunes, les plus éduqués, et ce sont des raisons dans le désir de retour. Là, il faut les croiser aussi avec le retour effectif. Parce que généralement, cette variable d'investissement de désir, ceux qui ont le désir de retour, 24%, il faut la vérifier dans le retour effectif. Parce que dans les autres enquêtes, essentiellement l'enquête IMSS, qu'est-ce qu'on trouve ? Pour toute la population, 6,6% de ceux qui ont le désir de retour, c'est pour la raison investissement. Mais lorsqu'on croise cela avec le retour effectif, on trouve réellement que seulement 1,4% qui investissent. Oui, là, absolument. Il y a un décalage entre le désir D'ailleurs, et le retour effectif. les chiffres de l'investissement de la diaspora, on parle de 2 milliards voilà, de dinars, c'est plutôt dans ce sens, dans ce sens-là. Aussi en ce qui concerne les profils, donc les jeunes, ils sont plutôt pour l'investissement. Les plus âgés, c'est plutôt pour la nostalgie, dans le désir de retour. Mais dans le retour effectif, cette motivation de nostalgie, elle disparaît. Elle cède la place vraiment à des motivations de plus en plus concrètes. Mais il y a aussi une autre variable très importante aussi. C'est que ce désir de retour, en le croisant avec le retour effectif, on trouve des motivations qui disparaissent et des motivations qui se manifestent d'une part. Et on trouve aussi une variable très importante qui est stable, que ce soit dans le désir de retour ou bien le retour effectif. C'est les dynamiques familiales, c'est le rapprochement familial, c'est la raison qui est en tête, que ce soit pour le désir de retour, que ce soit pour cette enquête ou bien d'autres, et aussi dans le retour effectif. C'est une variable très importante. Oui, et je vais venir là-dessus. On évoque donc l'attachement au pays et l'attachement à la famille et les raisons familiales. L'enquête donc réalisée l'année dernière, en fait, a mis en évidence un point, moi, sur lequel j'aimerais que tu reviennes, qui est en fait le lien entre le désir de retour et le lieu de résidence du conjoint
et qui impactent fortement finalement la décision, le désir de retour lui-même et la prise de décision et l'effectivité du retour. Oui. Juste pour éclaircir un petit point, il ne s'agit pas d'une enquête, c'est une étude qui a exploité les résultats de l'enquête Tunisia-HIMSS 2021 qui a été réalisée par l'INS, l'Institut national de la statistique en Tunisie, et l'Observatoire national de la migration. Bon, cette variable géographique de lieu de résidence du conjoint, je pense qu'elle est très marquante dans les résultats. Elle explique d'une manière claire pourquoi ce désir de retour, il est accentué pour ceux que leur conjoint réside en Tunisie. Et c'est tout à fait évident. Cette variable géographique, elle accentue ce désir de retour. Donc c'est aussi un peu en lien avec les politiques migratoires dans le pays d'accueil, les questions de rapprochement familial, etc., n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Mais cette variable aussi, lorsque le conjoint, il habite dans le même pays d'accueil, c'est-à-dire il n'est pas loin, il n'est pas en Tunisie, ça pourrait jouer un rôle plus ou moins inverse. Là, ça complique un peu les choses dans le désir de retour. On n'est pas dans un parcours individuel pressant pour accompagner les enfants, la famille, le conjoint ou bien la conjointe, mais on est dans un processus plutôt partagé, là où nous avons deux parcours. Et ça se complique encore si le conjoint il est d'une nationalité différente. Ça se complique plus s'il y a des enfants et si ces enfants sont scolarisés. Et là, toutes ces dynamiques conjugales, familiales, ils vont jouer un rôle pour retarder ce désir de retour, voire même l'annuler dans certains cas. D'accord. Donc on est un peu en retard, donc on va peut-être essayer d'avancer un peu plus vite et parler des obstacles au retour. Est-ce qu'on pourrait avoir les slides, s'il vous plaît, sur l'écran? Parmi les 10 principaux obstacles au retour, notre enquête a permis de faire ressortir un bloc de 5 obstacles majeurs. Nabil, je m'adresse à toi. La rigidité du marché du travail, le manque d'opportunités entrepreneuriales, la qualité de vie, la lourdeur des démarches administratives et le système fiscal et plus largement la réglementation. Et plus de 64% en moyenne considèrent ces thèmes comme des obstacles majeurs. On est face à des freins en majorité structurels, finalement. Oui. Alors, quand on voit ces 10 obstacles, on peut les classer globalement en 3 grands blocs. Il y a le bloc structurel, où c'est lié vraiment à la structure du marché rigide du travail, découragement, manque d'opportunités d'emploi, salaire insuffisant, marché étroit, etc. Le manque d'opportunités entrepreneuriales, qualité de vie, conditions de vie en termes d'infrastructures, santé, services publics, etc. C'est vraiment la structure du pays, elle est ce qu'elle est. Le deuxième bloc, il est plutôt lié à la réglementation. Donc on voit un peu ce qui gêne un peu les Tunisiens à l'étranger pour qu'ils rentrent. Il y a cette soi-disant lourdeur dans des démarches administratives, la paperasse, passeport d'extrait de naissance, copie certifiante conforme, et tout ça. C'est vraiment ce genre de réglementation rigide, c'est ce process qui est inflexible et qui reste vraiment dérangeant pour le Tunisien à l'étranger. Et le système fiscal, réglementation de banques, de douanes, etc. Donc ça, c'est le côté réglementaire. Et puis, le troisième bloc, on trouve tout ce qui est personnel, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est familial, etc. Et tout ce qui est lié à la sécurité sociale et à la perte donc d'un réseau de contacts et d'amis à l'étranger, craintes concernant la scolarisation des enfants, etc. Donc vous voyez, donc, c'est globalement, les craintes et les obstacles classés par le Tunisien à l'étranger sont de ces 3 niveaux-là. Et quand on voit un peu les proportions, c'est important quand même. Le premier bloc, il est entre 70 et 64% pratiquement des Tunisiens qui trouvent donc tout ce qui est structurel, ces structures rigides, comme un frein, comme un obstacle majeur au retour définitif. Le niveau réglementation, nous sommes dans une logique de 50%, 60%, etc. Et là, tout ce qui est personnel et émotionnel, nous sommes dans une logique de 23% et on descend jusqu'à 14%. Voilà donc globalement les obstacles au retour. Alors, Véronique, l'enquête réalisée l'année dernière
a mis en lumière quelque chose d'assez particulier, c'est l'écart entre la perception et la réalité, c'est-à-dire les obstacles et les freins vus par les Tunisiens qui sont à l'étranger et la réalité vécue par ceux qui sont rentrés en termes d'obstacles majeurs rencontrés. Oui, tout à fait. On avait constaté ce... Malheureusement, je n'ai C'est plus pas la grave. possibilité Non. de vous C'est pas montrer les résultats, mais voilà, vas-y. On avait effectivement constaté ce gap. Alors moi, je voudrais commencer par le fait qu'on avait aussi interrogé les personnes qui étaient rentrées, puisque nous, on avait fait une enquête sur la diaspora, mais également en y incluant les repates, ceux qui étaient revenus. Et effectivement, ceux qui étaient rentrés, quand même, il faut quand même le dire, une grosse majorité, je ne me souviens plus du chiffre, mais au moins 60%, étaient satisfaits du retour. Ils n'y voyaient pas trop d'obstacles et finalement n'envisageaient pas de repartir. Il y en avait certains qui l'envisageaient, mais pas... Oui, il y avait un gap. C'est-à-dire que dans ceux qui envisageaient le retour, il y avait effectivement, on retrouvait... Enfin, je crois que toutes les études ou les enquêtes, nous c'était une enquête, sont concordantes. On retrouve toujours dans les obstacles les procédures administratives, le cadre juridique, etc. Ça, c'est pour ceux qui envisagent le retour. Et effectivement, c'est beaucoup plus nuancé pour ceux qui sont rentrés. Et il y a quelque chose qu'on avait remarqué qui était relativement sous-estimé et qui est lié à ce que tu disais, Mustapha. C'est que le retour, il faut quand même se dire que ce n'est pas uniquement de l'investissement, trouver un emploi, etc. Ça croise une dynamique professionnelle ou des dynamiques professionnelles pour un couple et des dynamiques personnelles et familiales. Le retour, c'est tout ça. Ce n'est pas uniquement un projet professionnel de dire je vais rentrer en Tunisie. C'est un projet de vie. Et en fait, le gap, il se situait notamment par quelque chose qui était très sous-estimé dans ceux qui envisageaient le retour. C'est-à-dire que, en fait, ce qui était sous-estimé, c'était tout ce qui relevait des relations sociales, des relations familiales, de la réadaptation, j'allais dire, sociale et culturelle à la Tunisie. C'est-à-dire qu'une fois dans le bain, ceux qui étaient rentrés se rendaient compte qu'en fait, ils n'avaient pas mesuré, j'allais dire, à quel point ils s'étaient un peu éloignés, ou en tous les cas, ils n'étaient plus totalement dans le bain culturel, familial tunisien. Et ça, parfois, ça peut être dur, en fait. Oui. Ils se vivaient parfois comme des expatriés dans leur propre pays. Oui, c'est ça. Slim, est-ce que tu as eu ce type d'expérience? C'est-à-dire, tu t'es fait une idée sur les obstacles que tu allais rencontrer, et puis finalement, tu as vécu une expérience différente de celle que tu envisageais? Je dirais, je pense que comme beaucoup, on entend parler des obstacles, même quand on vit, surtout quand on vit en Europe, à l'étranger, d'une manière générale. Donc après, finalement, on les vit, donc les obstacles. Et on les surmonte, il faut de la persévérance. Moi, je dirais, pour ma part, les obstacles n'en sont pas propres, finalement, au retour proprement dit, mais plutôt à l'entrepreneuriat dont on parlait tout à l'heure, Monsieur Hazm. Donc effectivement, entreprendre n'est pas facile en soi. Donc forcément, il y a la composante retour plus la composante entrepreneuriat. Donc voilà. Il y a deux obstacles deux ensemble, qui sont ensemble et qu'il faut surmonter. Donc je dirais, oui, effectivement, tout ce qu'on a cité, forcément, je l'ai vécu, mais on vit avec. Et je dirais, tout ce qui est problème administratif, lenteur, oui, effectivement, on est plus retardé qu'ailleurs. Mais je pense que la Tunisie n'est pas le seul pays où on galère administrativement. Oui, non. Moi, j'ai un ami, un ancien collègue et ami qui était en Suisse, mais qui a ouvert aussi une entreprise en Roumanie. Et donc, par exemple, pour la douane, ils galèrent tout autant que nous en Tunisie. Donc, voilà. Donc, je voulais juste dire qu'on n'est pas les seuls aussi et que, effectivement, c'est un peu plus compliqué ailleurs qu'en Europe occidentale, j'allais dire. Mais on arrive quand même à les surmonter. Maintenant, effectivement, il y a, sur un aspect, on en a parlé aussi sur l'aspect, effectivement, pour rassurer un peu ceux qui vivent à l'étranger, par exemple, cette loi de change, etc., ou bien les comptes, etc. Donc les gens, effectivement, quand ils vivent en Europe, etc., ils disent, si je rentre en Tunisie, je dois rapatrier, etc. Ils ont peur si ça ne marche pas et puis que je veux revenir, ça va être compliqué pour moi, etc. Donc je pense qu'il y a un effort à faire, peut-être les autorités par rapport à cette loi de rapatriement, peut-être d'augmenter, je ne sais pas, les délais, je ne sais pas comment c'est. Mais en tout cas, il faut peut-être faire quelque chose pour rassurer un peu les gens, pour se dire, oui, effectivement, si vous revenez, vous entreprenez, vous aurez toujours une possibilité plus tard, n'ayez crainte, vous pouvez toujours
repartir avec votre on va dire, ce que vous avez récolté, en tout cas toute votre carrière. Donc voilà, Oui. donc je pense que ça, c'est un aspect aussi qui est quand même important pour les résidents, les Tunisiens résidant à l'étranger. Donc de les rassurer un peu de tout ce qui est devise, de tout ce qui est... voilà, donc ça, Voilà. je pense que c'est important. En fait, ça va être tout l'enjeu de notre étude, hein, de proposer des recommandations pour effectivement essayer d'améliorer un peu l'attractivité pour le retour. Il y a certains avantages aux migrants de retour en Tunisie, mais qui sont presque exclusivement liés aux droits de douane à l'importation, à des questions d'investissement en devises. Finalement, est-ce que c'est ce que le migrant de retour attend, Mostafa? En quelque sorte, oui, un peu. Mais ce n'est pas, c'est très loin de leurs attentes. Généralement, on est encore dans une approche plus ou moins logistique. C'est comme si on vous soutient et on vous accorde des avantages pour juste rapatrier vos affaires, une FCR. Et même cette logique, elle continue. L'année dernière, on a, parmi les mesures, c'est voilà... Il y a un deuxième FCR, il y a un deuxième retour. On est toujours dans la même approche, même si les discours ils ne sont pas dans cette approche. Tout à l'heure, lorsque j'ai entendu parler monsieur le gouverneur, il insiste sur le fait que la diaspora et les migrants de retour, ils sont des acteurs économiques et on compte sur eux. Et du coup, lorsqu'on observe, d'autre part, quelles sont les incitations et quels sont les avantages qu'on leur donne, on ne trouve pas ça. La question qui persiste et qui est toujours répétée par les migrants de retour, c'est que pourquoi on ne nous considère pas comme étant des investisseurs étrangers? Et on les considère comme étant des investisseurs étrangers, c'est comme le cas de, par exemple, le SNIM. Lorsque on n'est pas résident fiscalement ici, on n'est pas résident en Tunisie, là, lorsque vous êtes un Tunisien migrant à l'étranger, vous apportez un capital en devise, on vous considère comme étant un investisseur étranger. Lorsque tu retournes effectivement en Tunisie, là, tu n'es pas dans cette approche et tu ne bénéficies pas des avantages accordés aux investisseurs étrangers. Et là, je pense qu'il faut aligner, même si partiellement, hein, les avantages accordés aux IDE aux avantages qu'on peut accorder aux Tunisiens, à la diaspora ou bien aux migrants de retour. Et d'autre part, il faut aussi considérer ces migrants de retour comme étant des acteurs économiques. Et ils peuvent jouer un rôle très très important et deviendraient non seulement une locomotive pour l'investissement, mais aussi d'un transfert de savoir-faire énorme. Dans tous les cas, donc il faut apporter des solutions et il faut que ces solutions ne soient pas toujours transversales. Il y a du transversal et il y a des solutions qui devraient être spécifiques par rapport aux différents profils. Véronique n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour avoir travaillé dans une institution dans un autre pays assez similaire à la Tunisie, oui, effectivement, ça serait formidable si on pouvait, pour les entrepreneurs de la diaspora, si on pouvait les considérer comme des investisseurs étrangers. Mais ils ne sont pas étrangers. Et ça crée quand même, du coup, une discrimination entre Tunisiens de l'étranger et Tunisiens de l'intérieur. Mais je suis désolé d'interagir avec vous, mais le capital qui apporte la question des avantages, pourquoi ils sont censés être alignés par rapport à la nationalité? C'est par rapport au flux financier qu'on apporte. C'est là les avantages devraient être apportés, non pas à la nationalité. On n'accorde pas des avantages pour les IDE parce qu'ils sont des étrangers. On leur accorde cela parce qu'il y a un flux financier qui convient à la Tunisie, c'est de la création de l'emploi, c'est un stock en devises supplémentaire, et c'est la même chose que les TRE en font. Pourquoi ne pas leur accorder? Et j'ai dit partiellement, pas complètement. Non, voilà. Moi, je pense que c'est une discussion qui est à mener et d'aller un peu plus loin. Mais je voulais juste dire qu'il y a quand même cette question de la discrimination en termes de droit, de cadre légal, etc. C'est-à-dire que c'est une bonne idée sur le principe, mais après, il y a des implications qui peuvent être compliquées à gérer. Après, il pourrait y avoir un cadre pour l'investissement de la diaspora, qui serait différent du cadre des investissements
de l'étranger. Voilà, c'était juste par rapport à ça où je dis qu'il faut faire attention parce que après, effectivement, il peut y avoir des effets. Mais moi, je pense que c'est lié à, je crois que c'est vous qui l'avez dit, c'est que moi, je suis très gênée avec ce terme de retour, en fait. Parce qu'on l'a dit, on ne sait même pas comment le décrire parce qu'il y a des retours partiels, on ne sait pas trop comment dire. Ouais. Et peut-être que le cadre a changé, il est là en fait. Et pas uniquement en Tunisie, mais aussi dans les pays de résidence. Parce que là, on a parlé de la Tunisie, qui effectivement a un discours qui est très en faveur du retour de la diaspora, etc. Mais que ça ne suit pas forcément voilà, dans les réglementations. Mais on peut regarder aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous êtes un binational ou pas forcément, mais vous avez passé 20 ans en France ou ailleurs ou en Espagne, si vous rentrez en Tunisie, qu'en tous les cas, on a considéré que vous rentriez, c'est-à-dire que parfois, c'est au-delà de 6 mois, au-delà d'un an, vous perdez aussi tous les droits que vous avez acquis et pour lesquels vous avez cotisé à l'étranger. Donc c'est aussi un jeu, enfin une discussion qui doit se faire aussi Absolument, avec bien les sûr. pays de résidence. Bien sûr. Pas, Oui, vas-y. J'aimerais juste dire que quand même, il y a quand même une phase transitoire pour les Tunisiens résidant à l'étranger qui viennent pour entreprendre. Même si après, effectivement, ils vont être, j'entends pas un retour total en Tunisie. Cette phase transitoire, ils sont encore TRE, donc Tunisiens résidant à l'étranger. Donc ils peuvent bénéficier des avantages au moment de la création de l'entreprise, par exemple, au niveau de la fiche d'investissement pour la Banque centrale, etc., pour avoir en tout cas, si jamais ils ramènent de la devise, etc., pour créer une entreprise. Donc il y a quand même cette phase transitoire où on va pas, une fois que l'entreprise est créée avec des fonds étrangers, on va pas leur dire, à partir du moment où vous êtes maintenant résident en Tunisie, ben ça va plus. L'entreprise a été créée avec des fonds étrangers. Donc quand même cette phase transitoire, il y a quand même cet aspect-là avec lequel on peut toujours en tout cas garder en tout cas cet avantage, je voulais dire. Après effectivement sur le terme, à terme effectivement ça change, mais en tout cas l'entreprise elle-même avec ses fonds, ils sont quand même considérés comme étrangers au moment de la création d'entreprise. C'est très important, mais et là vous parlez de ce qu'on appelle de stratégie progressive, et c'est intéressant en quelque sorte, mais dans certains projets, il faut penser de tout cela en amont. Dès le business plan, là, je devrais savoir quels sont les avantages qui me seront accordés dès le départ. Et là, je vais me faire toute une projection, non seulement économique, mais aussi sociale. Mais pourquoi, dès le départ, en amont, dès qu'on assure ce lien avec ce migrant, à travers la diplomatie économique et tous les outils de networking et de réseautage, pourquoi pas, dès le départ, on n'accorde pas ces avantages? Pourquoi nous sommes dans une stratégie progressive qui, jusqu'à maintenant, il n'est pas là. Même le progressif, il n'est pas là. Parce que là, lorsque... Mais Moustapha, je t'arrête là-dessus. En fait, quand on demande aux investisseurs étrangers si c'est les avantages fiscaux et les avantages financiers que leur accorde le Code des investissements, ce qui les a attirés en premier, en général, la réponse est non. Donc, si on fait le parallèle avec la diaspora, j'aurais tendance à penser qu'eux aussi ne pensent pas que ce soit par ça qu'il faut commencer. On leur a posé la question et on va conclure là-dessus. Moi, je passerai bien la journée avec vous sur ce sujet. Malheureusement, on est en train de me pousser de l'autre côté, même si je respecte parfaitement le temps qui m'a été imparti au départ. Mais on a posé la question. Et nos membres de la diaspora nous ont répondu sur ce qu'ils considéraient comme étant des leviers d'encouragement qui les pousseraient à envisager un retour, un investissement, etc. Donc, Nabil, juste pour conclure là-dessus. Alors, effectivement, il s'agit de 5 leviers principaux. Parce qu'on avait posé la question aux Tunisiens, donc, pour inciter les résidents étrangers pour investir en Tunisie, il y a 5 leviers principaux. Le premier, c'est de renforcer l'attractivité économique, faciliter l'accès aux opportunités économiques au marché porteur, dynamiser l'écosystème entrepreneurial, encourager, attirer, améliorer l'environnement fiscal et réglementaire. Premier. Le deuxième, c'est améliorer les conditions de vie des Tunisiens. Il doit trouver des conditions de vie, environnement, système, santé, éducation, etc., agréables en termes d'infrastructures sanitaires, éducatives, de transport, de sécurité, etc. Donc, des services adaptés aux retraités, voilà, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est de simplifier l'environnement administratif et financier
digitaliser les procédures pour alléger tout était digital. Copie, certifié conforme. Donc il faut changer cette mentalité, cette façon d'œuvrer, etc. Simplifier les règles bancaires d'échange pour faciliter le transfert de capitaux et les opérations financières. Quatrième levier, c'est de renforcer la protection sociale. Négocier des accords bilatéraux avec les pays de résidence pour garantir le transfert des pensions sans exigence et présence de physique régulière. Ceci est très important chez les retraités. Les retraités ont une méfiance quant à la perte des avantages sociaux, questions de pension, etc. Et puis finalement, le dernier levier, c'est garantir un cadre stable et prévisible. On a besoin prévisible, c'est-à-dire il a besoin de voir comment le pays va dans 10 ans, dans 20 ans. Tout ça. Donc, il va avoir cette garantie en termes de visibilité, de cadre général, donc renforcer à ce moment-là la transparence des institutions, la stabilité des politiques économiques et pour restaurer la confiance des TRE dans le pays. Voilà, c'est ça globalement les 5 leviers qui ont été exprimés par le Tunisien. Donc, on va continuer à travailler sur ces recommandations. Juste à la fin, je voudrais donc quand même remercier notre partenaire l'OFI et le programme TAMOFI qui nous a permis de faire tout ce travail d'enquête et toute cette étude. Et la suite au prochain numéro. Merci à tous, merci à mes panélistes et bonne continuation.